Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je suis Emmanuelle May-Béquin, je suis psychologue clinicienne et je travaille au Centre pour la sclérose latérale amyotrophique au centre hospitalier de Toulouse et aussi sur les pathologies neuromusculaires aussi à Toulouse. Mais là, dans le cadre des journées éthiques, on va plutôt parler de la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique. Donc je travaille dans ce centre depuis bientôt un peu plus de 4 ans. Donc j'accompagne tout le moment de la post-annonce. Donc on a le neurologue qui annonce la maladie et moi je vois les patients à la suite de cette annonce avec une collègue infirmière, Véronique Hermé, et d'autres professionnels de l'équipe si on a besoin. Parce que le centre a dans l'idée d'être une équipe pluridisciplinaire comme plusieurs centres au niveau national, afin d'accompagner en fait le patient dans sa globalité, dans tout ce qu'il peut vivre. Après, c'est vrai que dans le temps de la post-annonce, en général, on le fait à peu près un mois après l'annonce. On va pas forcément être à plusieurs, c'est toujours des moments un peu difficiles pour les patients, avec des questions très différentes selon les patients. Ma collègue elle a l'habitude d'anticiper un peu leurs besoins, leurs demandes, et puis on fait l'équipe un peu en fonction pour les accueillir ce jour-là. Des fois, il est possible que j'intervienne seule suite à une annonce qui a été assez difficile et dont le neurologue estime qu'il serait bien que je voie les personnes rapidement parce qu'on voit qu'il y a un effondrement psychologique important ou que les aidants ont des questions. Donc en fait, on a fait tout un travail un peu autour de cette post-annonce. Après, pour revenir un peu sur le moment de l'annonce, ce qu'on voit en tant que psychologue, c'est que souvent les patients, lors de ce moment-là, c'est vraiment le côté, il y a eu un avant, un après l'annonce. Comme disait Madame Maillard là tout à l'heure, c'est pas tout s'arrête, mais il y a quand même un temps d'arrêt et quelque chose qui est remis un peu en perspective au niveau des habitudes de vie. L'idée un peu comme ça que notre corps n'est plus un corps sain mais malade. Et nous, dans le cadre de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique, on est quand même dans une maladie où on n'a pas un traitement curatif. Donc on va être dans une maladie qui va être dite grave et incurable, avec tout ce que ça va impliquer pour les gens lors de l'annonce d'entendre ça, sans que ce soit dit forcément aussi directement, mais d'entendre qu'on est dans une maladie où on n'a pas un traitement, par exemple, comme dans le cancer, où on va pouvoir garder un espoir, se battre, se mettre dans une certaine logique voilà, de combat, que peut-être je reviendrai un peu dessus après, mais du coup, il y a un côté, j'apprends ça et j'ai pas forcément d'armes pour me relever de ça. Donc tout le travail qui a été mis en place au niveau national avec cette maladie, c'est de montrer aux patients que on n'a pas forcément un traitement curatif, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place pour accompagner le vécu dans la maladie. Et puis, ça reste une maladie qui est évolutive, c'est-à-dire que c'est pas j'apprends ça et je suis très gravement malade très rapidement. Il y a des évolutions plus ou moins rapides et on va accompagner en fait cette temporalité-là tout au long de la maladie. Donc on va essayer d'être au plus près de ce que vit le patient, de comment ça se passe pour lui. Dans ce temps de l'annonce, de mon petit point de vue de psychologue, j'ai l'impression que ce qui revient le plus, c'est ma famille et tout ce qui donne du sens à ma vie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Pour ce qui est de ma famille, voilà, j'apprends ma maladie et ma famille, comment ça va se passer. On a aussi tout un accompagnement pour l'annoncer, par exemple, à des enfants. Donc on a mis en place un dispositif où on accompagne les parents, les enfants, et on les accompagne aussi dans comment je peux annoncer ça à mon enfant, selon l'âge qu'il a. Est-ce que je dis d'emblée à mon enfant que je suis atteinte d'une maladie dont je vais mourir? Et est-ce que ça peut être entendu par un enfant? Donc on va avoir toute une réflexion avec les parents. Donc au début, on était sur quelque chose de très logique, selon l'âge, selon ci, selon ça. Après 2 ans d'accompagnement des familles, je me rends compte que les parents, en fait, ils ont surtout beaucoup besoin d'être rassurés dans ce temps de l'annonce. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux lui dire?
Il y a certains parents qui ne veulent pas nommer la maladie parce qu'ils ont peur que l'enfant aille voir sur Internet. Il y en a d'autres qui ont besoin de dire maladie neurodégénérative. Il y en a d'autres qui ont besoin juste de dire je suis malade et j'expliquerai au fur et à mesure. Et en fait, on se rend compte qu'on est très dépendant de la dynamique familiale et de la position qu'avait le parent avec les enfants antérieurement à la maladie. Donc en fait, finalement, on les rassure un peu sur cette annonce-là. On a de moins en moins de familles qui sont dans cacher la maladie à l'enfant, alors que c'est vrai qu'au fur et à mesure, en démarrant le projet, on avait quand même des familles qui souhaitaient que ce ne soit pas dit. Donc on essaye un peu de les sensibiliser à ça, de les accompagner là-dedans. Et on a reçu pas mal d'enfants dans le cadre du dispositif pour les aider à poser les questions qu'ils ne vont pas forcément oser poser aux parents. Et là, on a été assez surpris. On avait un petit garçon de 9 ans, par exemple. Ça faisait 1 an qu'il, tous les matins, regardait s'il n'avait pas des spasticités, s'il n'avait pas les mêmes signes que son papa, parce qu'il n'avait pas entendu que sa maladie ne pouvait pas être transmise. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants ne sont pas toujours en mesure de poser les questions aux parents, parce que ça reste des questions qui sont aussi très anxiogènes pour les parents. Donc c'est vrai que d'expliquer aux parents que l'école peut être une ressource, la tata, le grand-père, sensibiliser un peu l'entourage de l'enfant pour qu'il ait des endroits où poser ses questions, c'est vraiment bénéfique pour les enfants et pour les parents. Et le fait que ce dispositif existe, on a des parents qui, même après 1 ou 2 ans de maladie, vont tout à coup faire appel à nous parce que l'enfant rentre en 6e et qu'il va falloir l'expliquer au collège, ou parce que l'enfant rentre dans l'adolescence et que ça devient compliqué pour lui d'avoir le parent malade. Donc voilà, on va pouvoir les accompagner sur du long terme. L'autre chose qu'on voit au niveau de cette annonce, c'est ce qui se passe pour le patient lui-même, dans son corps et dans ce qu'il va vivre dans la maladie. C'est vrai que c'est une maladie où il y a une perte musculaire petit à petit et des adaptations qui sont parfois très difficiles et qui touchent vraiment à l'intimité du patient. Donc ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans le rapport à son propre corps, ne plus pouvoir se faire la toilette, certains actes comme ça qui vont vraiment leur coûter. Et puis des personnalités, ce qu'on dit souvent dans la SLA, c'est que c'est des gens très actifs. Et passer d'une personnalité très active à tout à coup quelque chose où on est presque très dépendant, même totalement dépendant à la fin de la maladie des autres, c'est très difficile et ça coûte beaucoup à certains. Au niveau psychologique, c'est vrai qu'on a peu de suicides dans cette maladie, peu de dépression, mais ça reste quand même très difficile au fur et à mesure que la maladie évolue. Donc il y a tout cet accompagnement-là de comment faire avec ce corps qui change, comment faire avec ce corps qui évolue. Et après, un des moments difficiles aussi, c'est les premières fois qu'il faut demander de l'aide. Donc je vais devoir demander de l'aide à un autre, comment accepter cette aide-là, est-ce que je suis en mesure de l'accepter? Et puis des gens qui vont résister très longtemps à demander de l'aide et qui vont faire des adaptations assez impressionnantes dans leur quotidien. Après, il y a tout ce qui va vivre avec la famille et puis il y a toutes les choses qu'il va devoir repenser, que ce soit les adaptations au travail ou certains projets. En fait, on a beaucoup de patients qui avaient des projets, comme on entendait tout à l'heure une patiente témoigner, je rêvais d'aller faire telle montagne, je rêvais d'aller toujours en Espagne, etc. De comment réfléchir dans ce temps de vie qui semble raccourci, continuer à garder ces projets-là ou en tout cas les réadapter pour que ça devienne réalisable. Donc ça, c'est des choses que je peux aider à accompagner en tant que psychologue. Et on a quand même des patients qui font des choses assez incroyables. On avait une dame, elle avait adapté tout le sidecar et elle est partie faire le tour de France avec le sidecar et le mari. Des gens qui sont partis en Norvège faire une croisière. Enfin, on a beaucoup de patients qui arrivent à faire des choses assez incroyables en étant quasiment tétraplégiques. Après, l'autre chose qui coûte beaucoup aux gens dans le cadre de cette maladie, c'est lorsqu'ils ont une atteinte au niveau de la parole. Parce que j'ai l'impression que communiquer, c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup d'entre eux.
Donc comment je fais quand je ne vais plus pouvoir communiquer comme avant, tout ce que ça engendre de justement le rapport avec mes enfants, avec mon conjoint, avec les aidants. Et là, on a tout un travail super avec les orthophonistes, l'ergothérapeute, de toutes les adaptations qui peuvent exister. Mais c'est vrai que dans les patients que je peux suivre, c'est très difficile pour eux de ne plus pouvoir communiquer certaines choses très simples. Et en même temps, on se rend compte qu'ils vont développer d'autres manières de communiquer avec les yeux, avec des gestes quand ils peuvent encore en faire, qui sont assez incroyables. Et on se rend compte là que la relation avec les dents ou avec même l'auxiliaire de vie, des gens qui vont complètement s'adapter à l'autre manière de communiquer du patient. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu toutes ces choses qu'on va accompagner en tant que psychologue. Et pour revenir un peu sur la question de l'éthique, c'est vrai qu'en tant que soignant, on essaie toujours de faire ce qui est bon et bien pour l'autre. Et on s'aperçoit que on imagine ce qui serait bon et bien, surtout dans cette maladie. Par exemple, moi, je me dis que ça va être toujours compliqué pour moi de ne pas communiquer. Il y en a d'autres pour qui c'est pas si difficile et que c'est autre chose qui va être compliqué. Et j'ai l'impression qu'en étant en développement plutôt une éthique de l'écoute, moi c'est ce que j'essaye de faire, et de rester au plus près de ce qu'a besoin le patient, sa famille, et d'entendre là où il a ses difficultés, on va pouvoir au mieux être dans le bon et bien de la personne qu'on accompagne. Vous arrivez, disons, à mesurer l'impact du travail que vous faites? Je pense aux enfants, par exemple. Est-ce qu'il y a des enfants qu'on voit grandir? C'est-à-dire que de 9 à 13, par exemple, bon, là, il y a une espèce de bascule vers l'adolescence. On n'est plus le même du tout. Hein. Donc, une annonce, comment on les suit, eux, un peu en parallèle? Est-ce qu'il y a enfin, c'est pas comment, est-ce qu'il y a les moyens aussi de le faire? Nous, on a mis en place un dispositif au début de la maladie où les parents sont reçus par un neurologue et une pédopsychiatre avec sur Toulouse l'équipe Enfando qui est l'équipe de soins palliatifs pédiatriques. Donc ils ont toute l'expérience de l'annonce à un enfant, de ce qui est compliqué pour lui de vivre. Et l'enfant, ou les enfants s'il y a une fratrie, sont reçus par une pédiatre et moi-même. Et donc on va les recevoir dans ce dispositif. Et là ce qu'on se rend compte c'est que la parentalité est aussi touchée. Donc on accompagne le parent dans son rôle de parent, où certains parents, par exemple, nous disaient en fauteuil roulant, j'ai plus d'autorité sur mon enfant. Ou une dame qui ne pouvant plus parler ni crier, lorsque son enfant de 4 ans faisait des bêtises, plus le moyen d'avoir cette autorité-là. Donc comment l'accompagner là-dedans, comment faire que le papa puisse aussi lui laisser son rôle, parce qu'on avait le papa à l'inverse qui était tout le temps dans l'autorité parce que la maman ne pouvait plus l'être. Donc on va par exemple accompagner ça. Après, pour revenir à votre question sur les enfants, on se rend compte que dans la première rencontre, les enfants, ils ont des questions très simples en fait. Surtout besoin de savoir que la maladie n'est pas transmissible, que beaucoup nous posent la question, est-ce que papa ou maman, il va mourir de la maladie? Donc ça, c'est aussi peut-être parce qu'on est ceux où il y a le moins d'angoisse pour répondre à ça. Donc avoir l'honnêteté d'y répondre ou de tempérer la réponse. Et après, avec les enfants, ce qu'on dit toujours, c'est de ne pas anticiper. Nous, on a une pensée d'adulte où, quand on parle de maladies graves et incurables, on imagine direct le futur et la fin, etc. L'enfant, il est dans l'instant présent, donc on répond dans le moment où il en est et on l'accompagne à ce moment-là. Et on ne va pas commencer à anticiper des inquiétudes qu'il n'a pas encore. Du coup, ce qu'on aperçoit dans les enfants qu'on suit depuis quelques années, moi ça fait que 4 ans, donc il n'y en a pas des tonnes pour le moment que j'ai vu, mais pour les quelques familles, ça a été que en grandissant, quand ils avaient des nouvelles compréhensions, de savoir que le dispositif existait et que leurs parents avaient été ouverts à ces discussions-là, les parents nous disent qu'ils revenaient plus facilement en parler aux parents et du coup ils pouvaient facilement dans la famille discuter de ces choses-là. Après, pour la majorité, les adolescents, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui fuient le domicile quand il y a la maladie, ou à l'inverse, qui sont hyper investis auprès du parent, avec des enfants qui arrêtent les études et qui tout à coup basculent dans un rôle qui n'est pas bon pour eux, qu'on n'imagine pas bon pour eux. Et on va essayer de les accompagner entre la culpabilité de ne pas aider le parent et le besoin de garder son rôle d'enfant et de poser certaines limites en fait.
Après, ce qu'on aperçoit quand même sur tous les enfants qu'on a vus, c'est qu'ils ne vont pas très bien. Il y en a beaucoup qu'on a orientés vers des libéraux pour des suivis psychologiques sur du plus ou moins long terme. Et on les voit tous quand même très impactés par la maladie. Et là, dernièrement, on a eu des décès avec des parents jeunes, donc des enfants jeunes. Et ce que la maman, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, elle me disait que c'est très compliqué pour ces enfants d'être, entre guillemets, soulagés du décès du papa parce que c'était vraiment invivable au domicile, quoi. Donc on se dit qu'il y a aussi besoin d'accompagner l'après. Et là, on se rend compte que les familles, mais même les aidants adultes, n'ont pas envie de revenir sur le lieu, le centre où a été soigné le patient. Donc on essaye vraiment de leur proposer des accompagnements pour le deuil à l'extérieur du centre dans lequel on travaille. On travaille avec le pôle maladies neurodégénératives sur Toulouse. Et eux, ils ont développé tout un travail pour avoir un panel de psychologues libéraux formés aux maladies. Et on essaye d'orienter vers des professionnels qui connaissent la maladie ou qui pourraient faire le retour en fait, de ce qui se passe. Sinon, c'est les centres médico-psychologiques, mais là, on sait que c'est des longues attentes. Et après, on va essayer, quand il y a eu des familles comme ça, d'orienter vers des gens qui sont par exemple formés à la thérapie familiale et systémique et qui vont vraiment travailler sur la famille et ce qui se passe dans la cellule familiale. Voilà.